Ici, je vais te montrer un exercice assez astucieux qui est tombé à Ulm, qui est vraiment astucieux mais qui est quand même très sympa. Tu prends une matrice dont Mn de Z, à coefficient entier donc, telle que sa puissance Pm est égale à l'identité, pour P plus grand que 1 n'importe lequel, et tu supposes que A est congru modulo M à l'identité, avec M strictement plus grand que 2, et tu veux montrer qu'en fait la matrice est juste l'identité. Ok? C'est un argument joli, je te laisse essayer de chercher, en vrai je trouve ça vraiment astucieux, mais tu peux chercher, mais pause si tu veux. En fait le point c'est qu'on regarde A moins IN puissance K. On prend K plus grand que 0, et on regarde ça. Et en fait le truc c'est que ça va avoir une croissance qui va être au plus polynomiale. Le truc c'est que comme la puissance Pm de A elle est égale à l'identité, les puissances de A elles sont bornées. Quand on va itérer A, ça va être borné. Et ça va être quoi? Ça va être une somme pour L allant de 0 à K de L parmi K à puissance L. Et donc, c'est une croissance qui est au plus de l'ordre de ça, de L parmi K. Et en fait, on sait que la somme pour L allant de 0 à K de L parmi K, c'est 2 puissance K. Donc, c'est une croissance exponentielle en 2. Exponentielle au plus, hein. Exponentielle en 2. Donc, environ 2 puissance K. Ok? J'ai un truc qui est de l'ordre de puissance K, sauf que je sais que A moins identité, c'est pas n'importe quelle matrice à coefficient entier, c'est une matrice dont tous les coefficients sont divisibles par M. Donc ça, je sais que c'est égal à M puissance K fois B puissance K. Pour B, une matrice qui a coefficient entier. Et tu vois qu'il y a un souci, parce que B puissance K, c'est égal à ça sur M puissance K. M, on a supposé qu'il était... j'ai fait une erreur. M, on a supposé qu'il était plus grand que 3. Et donc, il va écraser l'exponentielle en 2 puissance K. Ok? Je vais rédiger proprement l'inégalité, mais c'est ça. C'est le fait que, en fait, les puissances de B, elles tendent vers 0, mais B, c'est une matrice à coefficient entier. Donc, elle est nilpotente. Et ensuite, une fois qu'elle est nilpotente, on pourra conclure. Une fois qu'on a montré que A moins l'identité, c'est nilpotent, on pourra conclure. Donc, on a B puissance K fois M puissance K, qui est égal à la somme pour L allant de 0 à K. Il y a des moins 1 puissance L, A parmi puissance L, L parmi K. Donc la norme de ça, pour n'importe quelle norme, c'est plus petit que sup de norme de AI. Ça, c'est bien fini parce que on a cette hypothèse-là, fois somme de L parmi K, c'est plus petit qu'une constante C fois 2 puissance K. Ok? Et donc, en particulier, la norme de BK, elle est plus petite que 2 sur M, puissance K, et donc ça tend vers 0. Et une matrice à coefficient entier dont la norme tend vers 0, comme on peut prendre la norme infinie ici, par équivalence des normes, une matrice entière dont la norme infinie tend vers 0, bah c'est une matrice nilpotente. Parce qu'à un moment, la norme infinie elle est plus petite que 1,5, et c'est fini. Donc, on a que A moins IN est nilpotente. Je te laisse voir comment on conclut. On veut montrer que c'est une matrice nulle, elle est nilpotente. Oublie pas qu'on a l'hypothèse que A puissance P est égal à l'identité. On va la réutiliser ici. Ok, je peux te donner une indication. Le fait que la puissance Pm de A se soit égale à l'identité nous donne que A est diagonalisable. Parce que elle est annulée par ça, qui est scindée. Ça, c'est scindé sur C. Enfin, la matrice A, elle est diagonalisable sur C, pardon. Ok? Et en fait, plot twist, cette matrice-là, elle est aussi diagonalisable. Pourquoi? Argument simple, quand tu as deux matrices qui sont diagonalisables et qui commutent, elles sont co-diagonalisables. Ça, je te laisse faire un exercice. Enfin, c'est vraiment classique. Hein. Exo. Si j'ai une famille d'endomorphismes, par exemple, commute, ils sont codiag.
Ça veut dire quoi, Kodiak? Ça veut dire qu'il existe une base dans laquelle tous les FI sont des matrices diagonales. Ok? En particulier, il existe une base, donc une matrice de passage P, telle que PA, P-1, tel que ça, ce soit diagonale. Diagonale. Sauf que c'est diagonale et c'est nilpotent, donc c'est nul. Okay, donc ça, c'est égal à 0. De toute façon, de manière générale, les matrices diagonalisables et nilpotentes, c'est les matrices nulles. Ça, c'est une matrice diagonalisable et nilpotente, d'après notre argument, donc c'est la matrice nulle. Maintenant, je vais te donner un joli exo, qui est une très belle application de ça. Et c'était ça l'exercice qui a été posé à Ulm. Enfin, il a été posé à Ulm dans les deux versions, mais je trouve que la version sans le premier exo est impossible. Donc, exo, borné, cet ensemble. N en N. Il existe G inclus dans GLN de Z fini. De cardinal N. Donc, on peut borner le cardinal de tous les sous-groupes finis de GLN de Z. Ce qui est quand même fort, parce que a priori, un sous-groupe fini, ça peut faire un peu n'importe quoi. Mais le truc, c'est que comme on est sur Z, une matrice inversible, ça peut pas faire n'importe quoi, parce que rien que le fait qu'elle soit inversible, ça impose une relation assez stricte entre les coefficients. Ça impose par exemple que le déterminant il soit de 1. Genre on est dans Z, on peut pas diviser, donc c'est logique qu'il y ait des fortes contraintes sur les sous-groupes. Et la très forte contrainte, c'est que l'ensemble des cardinales possibles pour des sous-groupes finis, bah, c'est borné. Ok? Et en fait, comment on fait cet exo-là? En fait, je vais donner la borne, peut-être que ça va t'aider. Je crois que la borne, c'est 3 puissance 2n. On peut faire un peu mieux, mais je crois que 3 puissance 2n, c'est l'ordre de grandeur. Ouais, comment on fait? Bah, en fait, il faut considérer le plongement. Donc, soit G inclus dans GLN de Z fini. On regarde le plongement de G dans GLN de F3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je prends une matrice et que je la considère comme une matrice à coefficient dans F3, c'est-à-dire que je regarde juste ses coefficients modulo 3, ok? Ça, tu peux vérifier que c'est un morphisme d'algèbre, parce que le produit des coefficients modulo 3, c'est le modulo 3 des coefficients. En fait, c'est juste le fait que... C'est juste encore une fois le fait que la congruence modulo M, ça passe à... C'est un sous-anneau en gros. Enfin, ça passe à la somme, ça passe au produit, ça passe à ce que tu veux. Et donc ça, c'est une application. Et en fait, c'est un plongement. C'est-à-dire que si G est envoyé sur identité, d'après l'exercice d'avant, G, c'est une matrice qui vérifie cet énoncé-là avec P l'ordre de la matrice, qui vérifie que A est congru à IN modulo 3, et donc c'est l'identité. Donc tu vois, ça devient un plongement, et donc j'ai que le cardinal de G, il est plus petit que le cardinal de GLN de F3, et ça on peut le calculer. Exercice, calculer le cardinal de GLN de FP. C'est pas si facile. Non, ça va, mais c'est tombé à Ulm juste cette année. Enfin, l'année la plus récente, donc voilà. Comment gratter un exercice à Ulm? Calcule le cardinal de GLN de FP, mais en particulier, c'est plus petit que 3 puissance 2n. Grosse maths, voilà, fin de l'exercice. Ah, pas du tout, en fait, c'est plus petit que 3 puissance n carré. J'ai dit n'importe quoi. Bon, voilà. J'espère que tu as aimé la vidéo. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est marrant, genre, on s'attend à ce que ce soit un truc purement algébrique. Et en fait, il y a ce petit argument topologique qui est ce truc-là avec A moins identité sur M, et on regarde sa limite et que ça tend vers 0. Je trouve ça assez cool.